Alors maintenant, si on revient un petit peu en arrière, je vais quand même vous parler d'un événement qui est très important, et c'est l'événement qui va fonder véritablement la science-fiction. C'est avec l'arrivée aux États-Unis de Hugo Gernsback, qui était un luxembourgeois né en 1884, et donc il émigre aux États-Unis, et là-bas, c'est lui tout seul qui va créer de toutes pièces toute la science-fiction moderne telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Donc, il arrive en 1904 à New York, il a 20 ans, il monte une usine, c'est un passionné de science, et en particulier de tout ce qui est électricité et radio. Donc, il monte d'une part une petite fabrique de batteries électriques pour auto, et en avril 1908, il lance un magazine qui s'appelle Modern Electrics. Je suis désolé, la photo là est un peu floue. Donc ça, c'est le premier volume, le numéro 1. Et donc, en même temps, il s'occupe de radio et de télévision. Il est d'ailleurs considéré, à tort, je le précise, comme l'inventeur du mot. C'est Robida, en fait, le grand auteur et dessinateur français qui a inventé le mot télévision. Mais c'est Gernsback qui l'a rendu populaire et qui l'a fait passer dans l'usage courant. Et donc, Gernsback, en 1911, va écrire et publier dans sa revue un roman qui s'appelle Ralph 124 C41+, dans lequel il développe un certain nombre d'inventions qui pourraient être développées à partir des connaissances scientifiques de l'époque. Et par exemple, en 2660, quand se déroule ce roman, on utilise la télévision, le téléphone télévision, etc. Donc c'est très en avance sur son temps. En même temps, il faut reconnaître que s'il a des bonnes idées, Gernsback n'est pas un bon écrivain. Sauf si on est vraiment un fan absolu de très vieille science-fiction, ce roman-là, malheureusement, a beaucoup vieilli. Et autant je peux recommander Riceborough, Lancer ou d'autres, on peut honnêtement se passer de Gernsback. Alors, en 1913, il va fonder encore une nouvelle revue qui s'appelle Electrical Experimentator, et dans laquelle, outre les articles de fond techniques comme il le faisait dans sa revue précédente, il va publier là, pour la première fois, des articles de fiction, ce qu'il appellera à l'époque la scientific fiction, avec des illustrations pour bien attirer le client. Vous voyez, The Electrical Experimenter, ça c'est pendant la guerre, un bon moyen de se débarrasser des Allemands dans les tranchées. Et en 1919, il ajoutera en sous-titre Science and Invention, donc science et invention, ce qui est encore plus explicite quant au double but qu'il poursuivait à l'époque, qui était donc à la fois d'instruire le public, mais en même temps de rendre la science amusante, d'ouvrir l'imagination afin qu'on crée de nouvelles inventions. Donc vous voyez, voilà quand il a rajouté Science and Invention, et là par exemple c'est une sorte de prototype d'hélicoptère, alors que bien entendu Sikorsky ne l'a pas encore inventé. À partir de 1920, il va développer encore de la publication de toutes ces nouvelles à tendance scientifique et imaginative dans Science and Invention, un autre de ces magazines dans lequel il va publier Ray Cummings, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, il va développer de plus en plus cela. Vous voyez, il s'intéressait aussi, par exemple, à la métapsychique. Donc, il suivait en cela Thomas Edison, qui essayait d'inventer un téléphone pour parler avec les morts, etc. Donc, il était vraiment en prise directe avec les côtés, je dirais même, à la fois les plus en pointe et peut-être parfois les plus farfelus de la recherche de l'époque. Et c'est ainsi, alors ça on est en 1926 avec ce magazine. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive au premier grand tournant de l'histoire de la science
parce que c'est là où il va créer Amazing Stories, le premier magazine purement de science-fiction. Jusque-là, il n'existait aucun magazine spécialisé, à l'exception naturellement de Weird Tales. Hein. Ça, c'est la couverture du premier magazine. Weird Tales a commencé en mars 1923. Mais Weird Tales était plutôt spécialisé dans le fantastique. Alors certes, ils ont publié, par exemple, dans ce numéro-là, Dagon de Lovecraft. On note d'ailleurs qu'il n'y a pas de nom de Lovecraft dessus. Mais ils préféraient plutôt ce qui était ce qu'on appellera plus tard l'héroïque fantasy, les aventures à tendance fantastique, et puis aussi ce qui était un peu macabre, l'horreur, etc. Donc, Gernsback, lui, par contre, il s'est aperçu à travers tout ce qu'il organisait dans ses magazines sur l'électricité et la radio, il organisait des concours, etc. Et il s'était aperçu que le public, quand il répondait à ces questionnaires et tout, attendait en fait de la fiction scientifique, ils en voulaient encore plus. Donc, dans le premier numéro d'Amazing Stories, là, donc voici la couverture. Il va dire qu'il va publier ce qu'il appelle maintenant de la science-fiction. Il a condensé les deux, donc la science-fiction, c'est un mélange d'histoire romantique, de faits scientifiques et de vision prophétique du futur. Alors, comme vous le voyez, dans ce premier numéro, il publie aussi, c'est très éclectique, hein, il publie Wells, Verne et Poe. Donc on a trois pays représentés et trois grands auteurs. Et à partir de là, Gernsback va toujours privilégier l'aventure sur les faits scientifiques. Et c'est une politique délibérée de sa part, parce que quand même, il vide ses magazines, donc ce qu'il veut, c'est d'abord attirer des lecteurs, c'est normal. Donc ça, c'est une politique délibérée qui va être soutenue en plus par des couvertures que personnellement je trouve fort belles, mais qui sont un peu tape à l'œil, et qui sont du grand illustrateur Frank R. Paul. Hein, donc ça va toujours être des tas de choses comme ça, il y a beaucoup, c'est très coloré, il y a toujours de l'action et tout. Et à partir de là, il va attirer un nouveau lectorat qui est beaucoup plus jeune. Et pour vous donner une idée, en octobre 27, le numéro dont vous voyez la couverture, il tire à 150 000 exemplaires et il vend en moyenne 125 000. Ce sont des chiffres qui nous laissent rêveurs aujourd'hui. Il faut dire que dans Amazing Stories, il aura un certain nombre de collaborateurs réguliers, hein, de très grands auteurs. Alors bon, là encore, certains sont un peu oubliés aujourd'hui, sauf des amateurs, mais des gens comme Hayat Verril, comme Doc Smith avec ses Skylark, qui sont vraiment le prototype du space opéra le plus débridé, où on voyage à travers la galaxie, où il y a des flottes spatiales, des milliers de vaisseaux qui se battent, etc. La science est complètement oubliée, on n'est plus que dans la fiction, et c'est quand même très bien. Il y aura donc Ray Cummings, naturellement, qui est l'un des auteurs incontournables de l'époque, le docteur David Keller, qui est aussi l'un des grands auteurs de l'époque, et qui est très oublié aujourd'hui et totalement inconnu en France, parce qu'il n'y a eu qu'un seul livre de traduit en France, et ça a été avant la guerre, donc c'est un peu oublié. Et puis Jack Williamson, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et même Lovecraft sera publié dans les Amazing Stories. Il publiera The Color Out of Space, la couleur tombée du ciel, dans ce numéro. Vous voyez encore une de ces couvertures sobres et discrètes qui ont fait, qui évidemment, quand elles étaient dans les kiosques, beaucoup de gens se sentaient obligés de prendre le magazine pour le voir. Donc, Gernsback, face au succès de Amazing Stories, en bon éditeur, il va décliner ça sous toutes les formes possibles. Hein. Donc, il y aura un annual dans lequel celui-ci, par exemple, il fait très fort, puisqu'il publie un roman inédit de la série
de Mars d'Edgar Rice Burroughs, hein, qui en plus a un thème très nouveau pour l'époque, puisque là, dans Mastermind of Mars, on est dans les greffes d'organes et en particulier les greffes de cerveau. À l'époque, c'est pas, même aujourd'hui d'ailleurs, c'est pas très courant. Il publie aussi un trimestriel, un quarterly, donc, dans lequel on reprend 3 numéros passés, et puis avec une nouvelle couverture pour couvrir le livre. Et donc, pardon, ce seront à travers toutes ces diverses publications que la science-fiction va se transformer complètement aux États-Unis. C'est ce que Mike Ashley, qui est sans doute le meilleur expert de cette époque de la science-fiction. Pour Mike Ashley, c'est avec le numéro d'août 1928 d'Amazing Stories, donc celui-ci, qu'il y a un tournant définitif pour lui dans la science-fiction, parce que c'est dans ce numéro-là que Gernsback abandonne la scientific fiction, donc au profit de la science-fiction là, complètement débridée. Il avait déjà commencé un peu avant, mais c'est dans ce numéro-ci que commence le premier roman de Doug Smith, dont je vous ai parlé tout à l'heure, The Skylark of Space, qui est de la science-fiction complètement débridée à travers la galaxie. C'est vraiment le space opéra sans complexe. C'est dans ce numéro aussi, vous voyez la couverture, qu'est publié le roman de Philippe Francis Nolan, Armageddon 2419, dont le héros est Buck Rogers. Et Buck Rogers, ça deviendra l'un des très très grands héros aux États-Unis, un succès colossal, hein, puisqu'il deviendra une bande dessinée à très grand succès.